Bonjour Lamia, bonjour tout le monde. Vous êtes en direct de l'événement du festival numérique qui met au cœur la femme dans la francophonie. Nous sommes avec Lamia. Lamia, aujourd'hui, bienvenue. Tu, Merci. tu es aujourd'hui directrice générale du Technoparc au Maroc. Tu gères plusieurs, je sais pas, non, tu gères plusieurs technoparcs, je pense, ce n'est pas qu'un seul. Tu es basé à Casablanca, mais le réseau marocain, je crois, a entre 3 ou 4 incubateurs pour l'instant, et vous en avez d'autres qui vont arriver bientôt. Peut-être que tu nous en parleras. Alors, enchanté en tout cas de t'avoir. Moi, je suis un peu tes activités depuis quelques années. On a plein de questions. Aujourd'hui, on va être ensemble pendant à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je voulais savoir aujourd'hui, dans tes incubateurs, déjà peut-être tu peux peut-être te présenter, puisque je t'ai peut-être réduit qu'à ça, mais je vais peut-être te laisser te présenter. Merci beaucoup. En tout cas, je tiens à remercier l'African Women in Tech Startups pour cette invitation et je suis vraiment très contente de participer à cet événement de grande envergure. Je dirige les technoparcs au Maroc depuis plus de 4 ans, mais je travaille au technoparc depuis 18 ans. Donc, j'ai vécu vraiment une transformation de l'écosystème startup au Maroc et aujourd'hui, on est fiers de ce qui se fait. On est fiers des initiatives qui ont vu le jour et qui promouvoient les porteurs de projets, hommes et femmes, et qui les encouragent à créer leur startup. Je suis aussi dans plusieurs autres initiatives, dans des réseaux de mentorship, dans des associations qui sont dans l'accompagnement et le soutien des startups. Je suis aussi dans des associations féminines qui sensibilisent les jeunes filles à entreprendre dans le numérique. Donc, enfin, tout ça, ça me passionne. C'est donc au-delà de ma profession, c'est d'abord une passion. Et mon ambition, c'est de vraiment porter la femme marocaine et africaine à un niveau qu'elle mérite. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des chiffres à nous donner, par exemple, sur les lieux, en tout cas pour l'instant, que tu gères en termes de nombre de startups, d'entreprises qui sont gérées, tenues par des femmes? Très bien. Donc, depuis le démarrage du Technoparc, on a incubé et accompagné plus de 1200 startups. Et aujourd'hui, à travers nos différents sites, Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, nous gérons en permanence 350 entreprises dans le domaine du numérique, donc et tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, développement durable et industrie créative. Sur ces 350 startups, seuls 13% sont fondées par des femmes, et donc ça, c'est un chiffre qui fait un peu mal. Mais encore est-il, cet indicateur, il est plus performant que la moyenne nationale qui, elle, se situe à 10%, sachant qu'on est dans un secteur porteur de valeur ajoutée, qui était jusque-là très masculin, mais aujourd'hui, on est en train quand même de faire beaucoup d'efforts. Quand je dis on, c'est le technoparc, l'écosystème et aussi le gouvernement marocain pour qu'on puisse avoir plus de femmes qui entreprennent dans le secteur du numérique. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que au niveau des universités et des écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont lauréates de ces écoles, qui sont même majors de promotion, mais au niveau du terrain, on ne les retrouve pas. Et donc, c'est là où il y a un gap et c'est là où il y a plus d'efforts à faire et plus de sensibilisation, des stéréotypes, certes, qu'il faut battre et combattre, mais aussi beaucoup de travail sur les soft skills et au niveau pour donner en fait outiller ces jeunes filles et leur ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Alors d'autres chiffres, c'est qu'au niveau de la communauté Technoparc, donc on est 2500 salariés qualifiés, donc c'est des compétences dans le numérique, et 38% sont des femmes. Donc, au niveau communautaire, on est quand même fiers. Au niveau de la société de gestion, donc que je dirige moi en tant que femme, j'essaie
de respecter la parité, mais c'est pas vraiment la parité, c'est l'égalité des chances à compétences égales. C'est-à-dire c'est donner la chance à un homme ou à une femme qui ont des compétences égales. Et là, ben, s'il y a une femme qui a les mêmes compétences qu'un homme, ben, je choisirai la femme. Juste pour D'accord. qu'on puisse atteindre cette parité. Et aujourd'hui, au niveau de mon équipe, on est presque à parité parfaite. Et on dit souvent que les métiers du numérique n'attirent pas alors les jeunes filles. Pourtant, on voit que même chez les ingénieurs, il y a de plus en plus de femmes qui se présentent au diplôme. Mais pourquoi on ne les retrouve pas à la fois en tant que chef d'entreprise? Est-ce qu'il y a une croyance limitante chez elles? Est-ce que c'est une sphère qui peut être privée, publique? Est-ce que souvent j'ai l'impression qu'elles ont besoin de plus elles sont un peu moins hypocrites que les hommes, où nous on se dit bon, on n'a pas encore les compétences, bon, on y va et on y va. Et elles ont j'ai l'impression que souvent, celles que je rencontre, elles veulent avoir les vraies compétences pour avoir le vrai job et elles y bossent et elles ne prennent pas ce risque d'y aller et d'avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Oui, ben, c'est un peu de tout ça, de tout ce que tu as cité. Mais je dirais que il y a des facteurs socio-économiques qui ont fait que les femmes naissent avec des croyances limitantes qu'elles développent au fur et à mesure. Et une fois qu'elles ont, malgré qu'elles aient acquis toutes les compétences techniques, elles ont des freins qui sont plutôt des freins, des croyances limitantes sur leurs compétences relationnelles, comportementales, sur leurs soft skills en général. Donc, elles n'ont pas assez confiance en elles. Elles sont aussi, comment dirais-je, elles veulent toujours être à la hauteur et même plus. Donc, elles sont très, comment dirais-je, voilà, elles sont exigeantes envers elles-mêmes. Perfectionnistes. Et perfectionnistes. Et là, c'est des atouts, en fait, oui, mais qui deviennent carrément des freins pour leur propre promotion. Donc, moi, je rencontre souvent dans des campagnes que je fais au niveau des universités, au niveau des écoles, je rencontre souvent des femmes qui me disent, première chose, non, je ne peux pas. Ah, c'est impossible pour moi. Et à chaque fois, je les interpelle. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas capable de le faire? Juste cette question, face à cette question, elles bloquent. Elles n'ont pas de réponse. Ouais, c'est plus de la croyance que des soft skills, parce qu'aujourd'hui, elles ont les compétences. La problématique, elle est là, c'est qu'elles ont les compétences en tant que de soft skills et en tant que hard skills, c'est-à-dire que techniquement, maintenant, elles sont de mieux en mieux, mais il y a peut-être une question, une problématique de confiance peut-être, ou est-ce que d'accessibilité au marché, est-ce que aujourd'hui, comment je pourrais dire ça, le marché, par exemple, est-ce que tu trouves que tu as donc visité d'autres marchés aujourd'hui? Est-ce que le marché marocain est différent du marché africain et du marché européen vis-à-vis de la position de la femme? Enfin, cette problématique de gap du genre, elle est mondiale, elle est internationale. J'ai eu le privilège de participer au programme Tech Women, qui est un programme américain qui vise à promouvoir la femme dans la tech. Et je suis allée aux États-Unis et je trouvais qu'ils ont à peu près les mêmes pourcentages en termes de représentativité de femmes au niveau des entreprises digitales. Donc, ils sont à 17% aux États-Unis. Les nombres européens ne sont pas très loin de ça. Et cette problématique est mondiale. Maintenant, on doit surfer sur une vague qui a été induite par le Covid. Et cette vague qui a mis le digital au-dessus de tout, c'est grâce au digital que nous sommes restés connectés, c'est grâce au digital que nos enfants sont restés en contact avec l'école et ils ont pu donc poursuivre leur cursus de formation. C'est grâce au digital qu'on a pu être sauvés en termes de santé. Donc aujourd'hui au Maroc, la campagne de vaccination se gère tellement bien et j'en suis fière. C'est une très belle réussite et qu'on peut vraiment aujourd'hui, on est classé parmi les 10 meilleurs pays au niveau du monde en termes de gestion de cette vaccination et tout ça, c'est grâce au digital. Maintenant, notre souhait, c'est que comment la moitié de notre population, donc les 50% de femmes, peuvent aussi contribuer et capitaliser sur cet essor, sur ce développement économique. Il ne faut pas qu'on soit dans la déperdition. Les États, les gouvernements perdent beaucoup d'argent ou investissent beaucoup d'argent dans l'éducation
des citoyens. Alors, il ne faut pas que, une fois qu'on a un lauréat fraîchement diplômé, ben, il faut qu'il soit femme, que ce soit une femme ou un homme, il faut que le pays en profite et qu'il soit acteur du changement. Donc aujourd'hui, au niveau des femmes et au niveau des filles, il y a un vrai gap. Et je reviens, ce gap, il est au niveau mondial. En tout cas, si je prends le cas au Maroc, ces dernières années, il y a beaucoup d'initiatives qui encouragent l'entrepreneuriat féminin. Il y a même de la discrimination positive en termes de produits de financement. Donc, on a la Caisse centrale de garantie qui offre une garantie de 90% pour les femmes versus 80 ou 70 pour les hommes. Il y a les incubateurs. Donc, au Technoparc, nous sommes opérationnels. Juste un problème de son. Tu disais que vous étiez opérationnel, qu'il y avait un problème de gap. Alors, on est opérationnel 24 sur 24. C'est un environnement sécurisé où les femmes peuvent travailler et peuvent entreprendre sans le moindre problème de sécurité. Aussi, aujourd'hui, le digital a permis donc de trouver des alternatives à la présence physique de la femme dans les lieux de travail. Donc, aujourd'hui, il y a le télétravail qui est bien pris. Alors, contrairement à avant la crise, quand une femme ou un homme demandait à être connecté de chez lui ou à faire du télétravail, c'était quelque chose qui n'était pas très bien accueilli au sein du management d'entreprise. Mais aujourd'hui, ça devient une alternative juste normale et naturelle. Et on a vu que le rendement derrière y est, l'engagement y est. Donc, je crois que le digital est au service de la femme aujourd'hui, la femme qui veut produire, la femme qui veut innover, la femme qui veut entreprendre. Je crois que le post-Covid, c'est vraiment aller vers une nouvelle normalité où le digital prendrait le dessus, où le digital serait un vrai levier pour augmenter ou pour en tout cas promouvoir le rôle de la femme dans la sphère socio-économique. Pour toi aujourd'hui, quels seraient les enjeux pour que, au niveau d'intégrer, de mieux intégrer la femme aujourd'hui dans le domaine du numérique? Quels seraient les enjeux à ton avis? Ben, l'enjeu, il est très vaste. C'est-à-dire, il faut que toutes les parties prenantes prennent conscience de l'importance du numérique, du rôle de la femme au niveau des changements à créer. Le numérique, c'est quelque chose qui doit être enseigné au niveau des écoles et au niveau des universités bien en amont. Le numérique aujourd'hui, c'est l'alphabet. Hein. C'est l'alphabet qu'on a étudié, nous, il y a 40 ans. Les A, B, C, D, E, F qui nous ont permis de lire aujourd'hui. Le numérique, le coding, les ateliers de coding, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui être enseigné au niveau des écoles. Il faut aussi faire beaucoup de sensibilisation, c'est-à-dire prendre aujourd'hui ce qu'on fait aussi au Maroc, des rôles modèles et aller dans les universités, les écoles et donc démontrer de ce que la femme marocaine a pu faire et donc vulgariser les outils aujourd'hui dont on dispose pour entreprendre dans le numérique ou carrément pour innover. Donc, si vous voulez, on a tous les ingrédients nécessaires, on a une volonté politique, on a des initiatives qui sont là, qui existent depuis quelques années, mais l'information n'est pas très fluide, la sensibilisation et la vulgarisation ne sont pas très efficaces. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit absolument fluidifier. Il y a la partie donc accompagnement. Donc, comment on peut accompagner des porteurs de projets aujourd'hui qui sont au niveau des écoles ou des universités pour qu'une fois qu'ils sont diplômés, ben, ils sont prêts à entreprendre. Là aussi, il y a un gap. On a 300 000 lauréats chaque année au Maroc, oui. Mais ils sont pas tous. En fait, le marché du travail ne peut pas les absorber en totalité. Donc, on a les 1/3 qui ont leur place sur le marché du travail et au niveau du salariat, mais on a les 2/3. On ne peut pas les garder en tant que diplômés chômeurs. Donc là, l'entrepreneuriat
est un vrai enjeu. Le digital, nous remarquons que nos jeunes filles sont très passionnées par le digital, elles sont créatives, mais elles tardent à se mettre sur le marché. Et ça encore, je reviendrai aux fausses croyances de je n'ai pas les moyens financiers, parce que la femme n'a pas l'audace d'aller en parler à la famille ou d'aller carrément dans une banque ou d'aller défendre son projet ou d'aller pitcher son idée. Donc, cette audace, elle n'y est pas encore. Et franchement, toutes les structures d'accompagnement qu'on a aujourd'hui commencent à faire ça, à aller vers dans les écoles, dans les universités, sourcer des porteurs de projets, les accompagner jusqu'à ce qu'elles créent leur entreprise. Et j'en cite, il y en a plusieurs. On a Eunactus, le réseau Eunactus, qui est très actif au Maroc. Et à chaque fois, au niveau des compétitions internationales, le Maroc est très bien classé et à chaque fois, c'est des équipes qui sont plus formées par des jeunes filles. Tant mieux. Et tu nous parlais au début de l'interview que tu as aussi à la fois donc un rôle professionnel et un rôle personnel. Donc souvent, tu interviens peut-être en tant que mentor, tu interviens dans des associations. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de l'écosystème qui aide les femmes à entreprendre? Je crois que même au sein je crois, à Casa, tu as le réseau Entreprendre. Il y a des structures qui existent aujourd'hui et qui permettent aux gens de se lancer? Alors, il y a plusieurs structures qui ont pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et en fait, ça va du collège jusqu'aux universités. Donc, je suis membre de ISTEM Morocco, qui est une ONG marocaine qui promeut la science, la technologie et l'ingénierie au niveau des lycées. Donc, j'ai pas mal de fois mentoré des lycéennes qui étaient dans un doute au niveau de leur choix, au niveau des cursus qu'elles vont suivre. Et donc, pas mal de temps, j'ai dû, pas manipuler, mais sensibiliser ces filles à entreprendre dans des filières technologiques scientifiques. Il y a aussi le DigiGirls, qui est une initiative mise en place par l'ambassade américaine et Microsoft et qui sensibilise justement les filles aussi à aller vers le digital. Bien sûr, c'est des programmes sur 6 mois, voire 1 an, mais qui donnent leurs fruits. Je suis aussi dans une initiative qui s'appelle Inspiring Girls. Et la filière marocaine vient d'être montée il y a 1 an par une amie et qui fait un travail formidable au niveau de casser les stéréotypes et pousser les jeunes filles à penser, à avoir une réflexion sur l'entrepreneuriat. Il y a aussi d'autres réseaux, d'autres réseaux plus anciens comme l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, l'AFEM, qui a depuis 20 ans joué un rôle majeur dans l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Donc, c'est une association qui dote les femmes entrepreneurs d'outils pour qu'elles puissent réussir leur entreprise avec de l'incubation, de la formation, des workshops, des fois même du financement. Il y a aussi le réseau Women je crois qu'il vient d'être créé il y a 2 ou 3 ans. C'est pour promouvoir le leadership féminin et de pousser les femmes à se battre pour être dans des postes de responsabilité, dans le poste de direction. Et donc, tout ça, c'est des workshops, c'est des partages d'expériences, c'est des partages d'expertise. Et en fait, tous ces réseaux font que, ensemble, on arrive à créer cette atmosphère, cette force de frappe pour sensibiliser les femmes à aller au-delà de leurs rêves et de contribuer encore une fois au développement économique du pays. Alors, je parlerai aussi de Tech Women, donc ce réseau américain qui est à la Silicon Valley, qui est constitué de femmes leaders et qui sont toutes à peu près qui ont des postes de responsabilité dans les mastodontes technologiques de la Bay Area. Mon ambition, c'est de pouvoir créer la même chose au niveau de l'Afrique
Donc aujourd'hui, on est toutes connectées. Je salue en tout cas Aurore pour cette initiative qui, je vois, a rassemblé plusieurs femmes africaines qui opèrent dans le numérique. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui mettre en place le réseau de femmes mentors africaines parce qu'on a besoin d'approfondir ce réseau et de le fédérer d'une manière plus efficace et en créant plus d'impact. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel, de comment tu es arrivée à être directrice de peut-être d'un des plus gros réseaux d'incubateurs aujourd'hui en Afrique et au Maroc? Bon, alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai démarré ma carrière professionnelle ici au Technopark dans un poste dans la direction financière. Donc je suis financière de formation. J'ai étudié la finance des marchés dans l'université Mohamed V de Rabat. Donc je suis un pur produit du système éducatif marocain et j'en suis fière. Et donc, j'ai démarré ma carrière professionnelle au Technopark. J'ai occupé le poste de DAF pendant 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, en fait, j'étais plutôt une petite curieuse qui touchait à tout, qui voulait tout comprendre, parce que je portais quand même la responsabilité de valider plusieurs projets et des budgets. Et donc, je devais absolument savoir c'est quoi, en quoi consiste ce budget, combien il coûte. Je challengeais les équipes sur beaucoup de choses. Et donc, ça m'a permis en même temps d'apprendre à collaborer, d'apprendre à écouter les autres, d'apprendre à me challenger moi-même. Et par la suite, j'ai été nommée directeur du pôle opérationnel et support. Et donc là, j'ai pris sous mon emprise les systèmes d'information et tout ce qui est opérationnel. Et en 2011-2012, j'ai été nommée directeur général adjoint. Et donc là, je devais complètement prendre toutes les responsabilités parce que j'étais l'adjointe du DG à l'époque. C'était pas facile, certes, parce que je suis aussi une épouse, je suis aussi une maman de 2 enfants et en parallèle, je devais aussi garantir une évolution au niveau de ma carrière professionnelle et ceci ne se fait pas sans la formation continue. Quand je dis la formation continue, c'est que pendant une période de 10 ans, ou 12 ans, j'ai dû au moins faire deux formations. Une qui était un executive MBA, donc qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus de choses sur le management, sur le leadership, sur l'innovation, sur la créativité, sur l'entrepreneuriat, et ça matchait très bien avec le poste que j'avais à l'époque. J'ai aussi fait un cycle de coaching de gestion, parce que ça, c'est important. Il faut gérer les équipes en mode coaching. Il faut capitaliser sur les points positifs de chacun. Et pour fédérer les équipes et les motiver, il faut avoir des outils. Et donc, ce cursus-là, cette formation-là sur le management en mode coaching m'a beaucoup servi pour fédérer mes équipes et travailler en mode collaboratif, en intelligence collective tout le temps. Et donc, pour dire que je devais, voilà, assurer tous mes rôles, le rôle de maman, le rôle d'épouse. J'allais te répondre, c'est aujourd'hui, c'est sûrement aussi souvent un problème chez les femmes, c'est de pouvoir lier à la fois la vie perso avec la vie professionnelle. Et est-ce que là-dessus, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu as des conseils dans les deux sens, à la fois dans le professionnel et le perso, comment aujourd'hui une femme peut appréhender sa carrière, finalement, tu vois, vis-à-vis de ses responsabilités? Aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils à leur donner en disant n'ayez pas peur, ça se fait, on l'a fait, je l'ai fait, c'est possible à faire? Oui, c'est possible. Il faut écoutez, on est maîtresse de nous-mêmes. C'est question de planification et de gestion de temps. L'erreur qu'on fait, nous les femmes, c'est qu'on est tellement perfectionniste qu'on a du mal à déléguer, qu'on a du mal à… on est perfectionniste, on veut toujours faire les choses de la meilleure manière et tout le temps. Ben non, il faut prioriser. Il faut dire ça mérite d'être très regardant et ça mérite moins et donc je ne fais pas les mêmes efforts partout. Donc cette prise de conscience permet donc de jauger et de dire ce qui est prioritaire et urgent, je le fais. Ce qui peut attendre, je le laisserai. Donc ça, c'est de la gestion du temps. La délégation est très importante. Quand on est dans des postes de responsabilité, notre devoir, c'est de déléguer aux autres. Déléguer, mais quand je dis déléguer, c'est pas juste transmettre et dire ok super, je le fais plus, mais déléguer et contrôler derrière jusqu'à acquérir l'autonomisation des équipes.
Deuxième chose, oui, la vie perso, oui, il y a une vie de famille, il y a des enfants. Il faut aussi assurer le partage. Donc, comment faire en sorte que ce mari avec qui on partage notre vie peut aussi aider dans des choses qui sont, je sais pas, qui ont toujours été traditionnellement confiées comme amant. Et donc ça, il faut aussi pousser les choses. Hein. Il y a rien qui va venir de manière naturelle. C'est des choses qu'on doit des fois imposer, des fois arracher, et c'est comme ça que ça s'installe. Maintenant, oui, il faut aussi être résilient. Donc c'est cette résilience qui m'a permis de dire oui, j'y arriverai. Et à chaque fois, il faut y croire. Donc moi, mon mantra dans ma vie, je le dis souvent, j'y crois, j'y arrive. On a une question. Alors, on va accueillir Bogas qui est arrivé. Et j'ai une question d'Aurore qui pose quelles sont les actions qui ont été mises en place par le Technoparc ou y a-t-il eu des actions qui ont été mises en place par le Technoparc pour soutenir les femmes durant cette crise? Est-ce que quelles étaient finalement les actions? Alors, je pense qu'à mon avis, de ce que tu dis, c'est femmes et hommes. Parce que je vois que pour toi, moi, je suis d'accord avec toi, je ne suis pas trop pour les quotas parce que je trouve que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Mais il y en a qui disent qu'il faut quand même les établir pour pouvoir construire quelque chose. Moi, je suis pour une sorte de méritocratie et je ne vois pas le sexe entre les deux qui arrive. Je prends le meilleur. Je comprends que tu le fais aussi dans ce sens-là. Mais il y a une question, est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pendant la crise? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour les femmes en particulier? Alors franchement, on a mis en place des mesures pour que nos entreprises puissent continuer à être actives pendant la période du Covid et même aujourd'hui. Mais il y a pas franchement, on n'a pas mis des mesures spécifiques pour les femmes. Maintenant, c'était naturel qu'en période de Covid, femmes ou hommes, on était confinés, c'était du télétravail. Le digital nous a sauvés parce qu'on est outillés et mes équipes et puis même la communauté du Technoparc a pu continuer à travailler parce qu'ils étaient outillés, parce que on est dans ce monde du digital et vraiment c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. On n'a pas senti de rupture dans notre manière de faire, on a juste continué à travailler. Mais comme vous le faites aujourd'hui, on est connecté. Il y a une partie qui est au Cameroun, une autre à Paris. Moi, je suis de Casablanca. On continue à exercer. Maintenant, les mesures qu'a fait le Technoparc pour sauver ces entreprises, c'est que ce soit des entreprises fondées par des hommes ou par des femmes, c'était pareil. Donc, on a octroyé des tarifs préférentiels dans la période de confinement. Donc, les entreprises ont eu moins de charges à payer au Technoparc. Et ça, c'était vraiment une mesure salutaire qui a été applaudie par les entreprises bénéficiaires. Nous avons été facilitateurs entre les entreprises qui demandent des aides financières en termes de crédit bancaire, donc entre les entreprises et les banques. Donc, on a même contribué à faire les dossiers des entreprises pour qu'elles puissent les soumettre aux banques. On a participé à plusieurs salons à l'international, des salons en mode digital bien sûr, et on a valorisé nos entreprises, donc elles ont été visibles au niveau de ces salons virtuels. Nous avons aussi ce qu'on appelle appliquer le Small Business Act, c'est-à-dire comment sur toutes les prestations que le Technoparc peut sous-traiter, on a privilégié les entreprises qui sont incubées par le Technoparc. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé les entreprises dans à maintenir leurs activités et avoir au moins un petit souffle de trésorerie. On a aussi échelonné les créances, chose qu'on ne faisait pas auparavant, mais là, avec le Covid, nous étions obligés de le faire. Et aujourd'hui, Dieu merci, toutes les entreprises sont aux normes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Covid a plus été une opportunité pour le secteur du digital qu'un frein. Le Technoparc en 2020 a accueilli un nombre plus important de startups que les années précédentes. Tout ça pour vous dire qu'il y a de réelles opportunités, que le Covid a créé de nouveaux business, de nouveaux modèles économiques sur lesquels ont surfé nos startups.
Et j'allais te poser la question sur si, par exemple, aujourd'hui, une femme voudrait se lancer, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels toi tu as vu où il y avait une plus grande facilité, ou est-ce que tu as vu où elles se rapprochaient, par exemple, des industries créatives et culturelles, où elles sont éparpillées dans tous les domaines? Est-ce qu'aujourd'hui, tu avais une concentration des femmes plus sur la technologie que sur la création? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que toi, tu as eu ce genre de données? Alors, franchement, il y a un mix. Elles sont un peu partout, mais elles sont plus dans tout ce qui est communication digitale, marketing digital. Elles sont moins présentes dans tout ce qui est vraiment technique, blockchain, big data, intelligence artificielle. Mais juste, je tiens à dire qu'au niveau d'intelligence artificielle, cette année, c'est une Marocaine qui a gagné le prix Women in Tech. Et en fait, elle a créé un robot avec intelligence artificielle. Elle s'appelle Hajar Mosannaf. Alors, on a pas une question, mais une sorte de témoignage qui nous dit pas de question, mais un grand merci pour cette femme marocaine qui a inspiré énormément de jeunes filles entrepreneurs et qui ne cesse de partager son savoir. Vive la femme marocaine, vive la femme africaine. C'est Shaima qui nous envoie ça. On a une autre question. Penses-tu que les actions qui sont mises en place pour accompagner les femmes à surmonter les défis en utilisant le numérique durant cette période de crise, est-ce que les actions qui sont mises en place pour accompagner les femmes les aident à surmonter les défis pendant cette crise? Alors, je dirais de manière très très simple, le numérique participe à promouvoir l'inclusion économique et sociale. Et je m'explique. Aujourd'hui, à travers le numérique, on a pu accompagner des femmes qui travaillent dans des coopératives situées dans des zones enclavées au Maroc. Ces femmes, elles sont aujourd'hui outillées par des smartphones et elles sont dans la production de l'huile d'argan ou dans des produits d'artisanat marocain et elles travaillent en réseau grâce au fait qu'elles aient un smartphone, une connexion et on leur a appris comment travailler sur WhatsApp en partageant des photos, etc. Et ça, c'est un exemple que je vous cite et qui nous a permis de former une centaine de femmes à des procédés en utilisant l'outil digital. Et à travers ça, en période Covid, elles ont continué à travailler chacune de son côté et chacune complète l'autre. Et c'est le numérique qui nous a permis de faire ça, sachant que c'est des femmes qui sont analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire, mais avec le digital, elles ont pu se surpasser, créer de la valeur et créer des emplois et elles ont contribué à leur manière au développement de leur production au niveau des territoires. Est-ce que vous avez des sociétés ou enfin, des structures aujourd'hui qui font de l'ESS, de l'entrepreneuriat social, du social business? Alors, il y en a beaucoup qui sont dans l'économie sociale et solidaire, justement, pour aider ces femmes qui sont créatives, qui sont pleines de volonté, qui sont engagées, qui sont sérieuses, qui sont rigoureuses et qu'on a toujours oubliées parce qu'elles étaient loin, parce qu'elles étaient dans des petits patelins, on ne les voyait pas. Mais avec le digital, on commence à faire émerger tout ça. Alors, on a, même au niveau de la CGM, donc la Confédération générale des entreprises marocaines, une cellule qui s'occupe que de l'économie sociale et solidaire. Nous avons aussi beaucoup d'initiatives qui accompagnent les femmes enclavées et qui leur apprennent. On a les académies de coding, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui offrent des formations gratuites aux jeunes filles qui sont dans des zones enclavées. Bon, bien sûr, il faut les outiller, tout ça, c'est des choses, il y a des prérequis, mais en tout cas, au Maroc, on commence à voir beaucoup de gens volontaires qui sont sur cette vague-là. Sur cette voie. Alors, on y a une question, mais tu as déjà répondu. Hein, c'était Régine Bonca qui disait bonjour, en tant que mère et épouse, comment avez-vous réussi à concilier travail, vie de famille et le confinement? Ah oui, et le confinement. Alors, ça peut être une question. Alors, confinement, c'est vrai que c'était pas évident. C'est un chamboulement à tous les niveaux. Ce que je peux dire, c'est que pour concilier les deux, sachant qu'il y avait pas d'aide à la maison et c'était pas évident, des choses que je déléguais avant, je devais les faire moi-même. C'était juste des petits déj à 11 heures et des dîners à 18 heures, voilà, en termes de gestion de temps et d'efficacité. Après, on était avec mes équipes,
il y avait beaucoup d'empathie, il y avait beaucoup d'empathie, il y avait beaucoup de bienveillance aussi. Et il y avait beaucoup d'engagement parce qu'aujourd'hui, il y a une chose dont je suis fière, c'est qu'on a continué. Notre activité au Technoparc n'a connu aucun changement, c'est-à-dire en termes de rendement, en termes de proximité. Même s'il n'y avait pas de proximité physique, mais il y avait cette proximité à travers le digital. Et puis voilà, ce mode bienveillant a permis à tout un chacun il y avait de l'entraide. Quand des fois, moi, j'arrivais pas à être à respecter mes engagements, ben, il y avait un collaborateur qui me disait je le fais à ta place. Et en fait, et c'était comme ça. C'était vraiment de l'entraide, beaucoup de De la bienveillance, solidarité. de la solidarité exactement. Et on a été efficace. Maintenant, on a été aussi agile, c'est-à-dire la période de confinement. Jusqu'à présent, il y a encore des mesures sanitaires qui sont moins drastiques qu'au début, mais c'est pas encore la normalité. Donc, à chaque fois, cette agilité nous a permis de s'adapter et d'adapter nos plans de travail selon les conditions sanitaires qui sont dictées par le gouvernement. Une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu connais des réseaux panafricains, africains, sur lesquels les femmes pourraient adhérer on connaît Women in Tech, il y a différents réseaux. Est-ce que tu en as quelques-uns à citer sur lesquels elles pourraient s'inspirer, venir, rejoindre? Alors, panafricain, j'en connais, mais bon, j'ai pas les noms en tête. Mais en tout cas, au niveau du programme Take Women, c'est un programme où il y avait, à chaque fois, il y a 20 pays. Il y a 5 femmes de 20 pays. Donc, nous étions une centaine de femmes par cohorte. Et il y avait beaucoup de femmes, de jeunes filles africaines. Et je sais qu'elles étaient toutes membres d'associations féminines au niveau de leur pays. Et donc, ce que je sais, c'est qu'il y a un grand potentiel de former un grand réseau de femmes africaines qui ont les mêmes ambitions, qui ont la même vision. Et ce que je suggère, comme j'ai dit au début, c'est vraiment de fédérer tous ces réseaux et d'en faire un grand réseau africain, à l'instar de ce que fait Take Women aujourd'hui et à l'instar de ce qui se fait au niveau de l'Association internationale des parcs scientifiques et technologiques dont je fais partie. Donc, il y a un club femmes au niveau de cette association qui gère plus de 350 parcs scientifiques et technologiques et zones d'innovation dans 77 pays, dont des pays africains. Écoute, merci beaucoup, Lamia, pour cette interview. Je pense qu'on a beaucoup d'informations. Il y aura donc un live qui sera fait sur Facebook et on aura un replay sur cette plateforme. Est-ce que tu veux donner un petit dernier mot d'encouragement pour ces demoiselles et ces dames qui nous regardent pour l'année 2021, pardon, qui arrive? J'irai juste rêver, rêver, rêver. Croyez en vous et vous allez y arriver. Merci beaucoup, Lamia. Merci à tout le monde. Donc, on rappelle que c'est le festival aujourd'hui qui est donc, enfin, en tout cas, le festival du numérique féminin. Et on parlait donc des enjeux et des femmes en Afrique francophone avec Lamia, qui est aujourd'hui directrice générale du Technoparc du Maroc. Est-ce que le MITIC, je pense que c'est le ministère, c'est ça? Non, c'est en fait les initiales de la société de gestion. C'est Moroccan Information Technopark Company. Ok. Eh ben, écoute, c'est la gestion des technoparcs. Merci à toi, donc Stéphane. Merci Farid. Merci Lamia et à bientôt pour tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.